Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver au sommaire de ce journal, le 8e anniversaire de la Fondation Princesse Charlène. Créée en 2012, elle a depuis mené de nombreux projets à travers le monde autour de 3 programmes phares: l'apprentissage de la natation, l'apprentissage des gestes qui sauvent en milieu aquatique et le sport comme vecteur d'éducation. Son secrétaire général Gareth Wittstock reviendra sur cette année particulière où la Fondation a réussi à poursuivre le développement de ses projets malgré la pandémie. Le coup d'envoi de la Coupe d'Europe féminine des clubs d'échecs en ligne vient d'être donné aujourd'hui. La compétition est organisée pour partie par la Fédération monégasque des échecs, dont le président Jean-Michel Rapert sera notre deuxième invité. Ils nous font rêver, c'est une parenthèse enchantée. Les ballets de Monte-Carlo donnent 2 représentations de Cendrillon ce week-end avant Lac à partir du 30 décembre. José Sacré était dans les coulisses de la Générale vendredi soir. Mais avant de développer tous ces titres, les autres grandes informations du jour, Frédéric Hélion. On commence par ces cas de coronavirus au centre hospitalier Princesse Grace. 8 professionnels du service de pédiatrie ont été testés positifs à la Covid-19. La majorité d'entre eux sont asymptomatiques. Ils ont été placés à l'isolement et remplacés. Même si les risques de contamination entre les soignants et les soignés sont extrêmement faibles, les parents des enfants ayant été pris en charge au CHPG ces 10 derniers jours sont invités à contacter ce numéro, le 97 98 95 33, pour obtenir plus de renseignements et réaliser des tests PCR s'ils le souhaitent. Revenons sur la conférence de presse du gouvernement organisée hier et plus particulièrement sur les mesures mises en œuvre pour le réveillon du Nouvel An. Oui, les forces de l'ordre sont mobilisées tous les jours, mais elles le seront tout particulièrement pendant ces fêtes de fin d'année. Écoutons Patrice Cellario sur la soirée du 31 décembre. Pas d'animation sur l'espace public, pas de festivités, pas de rassemblement, rien. Chacun devra faire marquer le changement d'année à la maison, gentiment, en étant prudent en la matière. Donc les forces de l'ordre vont être mobilisées pour justement s'assurer que cette consigne, qui est une consigne forte, qui peut-être détonne beaucoup par rapport à notre habitude, soit respectée. Je fais confiance aux résidents de la Principauté. Depuis le début de l'épidémie, ils ont montré qu'ils comprenaient les mesures qui étaient édictées, qu'ils y adhéraient, qu'ils les respectaient dans leur immense majorité. Et donc, je pense qu'ils feront la même chose. Il faut que les forces de l'ordre mobilisées s'assurent que c'est effectivement le cas, qu'il n'y a pas de contravenants, bien évidemment, qu'elles sanctionnent les éventuels contravenants et surtout s'assurent également que des personnes de l'extérieur viennent en principauté, pas forcément pour braver la chose, mais peut-être aussi par simple méconnaissance du fait que la donne a changé cette année. Pour rappel, le 31 décembre au soir, le couvre-feu est maintenu à 20h, mais les restaurants bénéficieront d'une dérogation exceptionnelle de fermeture à 22h30, Patricia. Il y a 8 ans, la Fondation Princesse Charlène voyait le jour. Malgré le contexte plus que délicat depuis de longs mois, elle a poursuivi ses missions et le développement de projets un peu partout dans le monde. Le secrétaire général de la Fondation est notre invité. Bonsoir Gareth Wittstock. Bonsoir Patricia. Nous célébrons cette année le 8e anniversaire de la Fondation Princesse Charlène. Vous devez être fier du chemin parcouru depuis 2012. Yes, we're extremely proud about the foundation and what they've achieved this year. I know it's been a very difficult and challenging year for everyone worldwide. So on behalf of myself and my sister, we would like to thank the foundation for all the efforts and what they've achieved this year, with all the time and effort they put into making my sister's dream come true and her goals. Combien y a-t-il de bénéficiaires à travers le monde et combien de projets soutenus? The primary objective of the foundation is to save lives and put an end to drowning. The foundation's primary mission is to spread the awareness and implementing the preventative measures and to just train the kids. We have implemented water safety and learn to swim programs around the world. We have financed 30 projects in 18 countries. We have reached 35,000 kids and adults.
which I think is an amazing achievement considering the problem we're having at this moment. Comment sélectionnez-vous les projets que vous décidez de soutenir? We have our project manager who would present us with these projects, and we would have a board meeting and analyze which projects we are going to support and finance. Et cette année, très rapidement, au début de la crise de la Covid, la Fondation a tenu à s'associer également à l'élan national pour lutter contre la pandémie en commandant et distribuant des masques, et même si c'était en dehors de vos champs d'intervention. This idea came from my sister, and we had to do something to help with this pandemic. So with the foundation and the generous volunteers, we went around Monaco distributing 13,000 masks to help stop the spread of this COVID-19. Parmi les temps forts de l'année, il y a eu aussi votre participation à la course des 24 heures du Mans virtuel. We participated with this 24-hour Le Mans virtual race, which also was a great opportunity to raise funds for the universal access to a vaccine around the world without discrimination. Quels sont vos objectifs pour 2021? It's very unclear at the moment because at the moment the world is upside down. But obviously with the foundation, our goal is to increase the awareness. We have a lot of programs and events coming up next year, and I hope they go through. Nous ne pouvons pas conclure cet entretien sans revenir sur l'incroyable challenge que vous vous êtes lancé avec votre sœur, la princesse Charlène, entre Calvi et Monaco en septembre. Patricia, yes, Calvi to Monaco was one hell of an experience. 180 kilometers from Calvi to Monaco under 24 hours. It was an achievement, and I'll never forget that. And all the participants, I'd like to say thank you to all of them, and especially to our donors who took the time, and we were actually overwhelmed with the response and all the messages we received, and we'd like to say thank you to everyone for supporting us. It was for a great cause, the awareness for the foundation, so we do really appreciate it. Gareth Wittstock, merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer ce 8e anniversaire de la Fondation Princesse Charlène. Merci. Ils sont tous les ans sur le pont, ou plutôt sur scène, chaque fin d'année pour rendre les fêtes encore plus magiques. Les ballets de Monte-Carlo vont se produire au Grimaldi Forum jusqu'au début d'année prochaine. Et ce week-end, ils proposent de redécouvrir l'un des ballets les plus emblématiques de la compagnie, Cendrillon. José Sacré a assisté à la générale. Cendrillon, c'est un ballet merveilleux inspiré d'un conte que tous les théâtres aiment mettre à l'affiche pour les fêtes de fin d'année. Pour Jean-Christophe Maillot, c'est bien plus que cela. C'est quand même un ballet qui reste pour moi ludique, que j'ai voulu ludique, et où je pense qu'effectivement il y a plusieurs étages de lecture. Les enfants peuvent y trouver leur compte, mais des adultes peuvent aussi y trouver leur compte en observant la réalité de cette histoire qui est assez terrible. C'est finalement une histoire assez contemporaine. Qu'est-ce que c'est qu'un divorce, qu'une séparation et qu'un enfant qui se retrouve dans une famille recomposée, et comment il peut le vivre, et donc c'est quelque chose de douloureux. Pour ces représentations, les ballets de Monte-Carlo sont accompagnés par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par un chef venu spécialement du Bolchoï de Moscou, Igor Dronov. C'est quelqu'un que j'ai découvert lorsque j'avais fait la création au Bolchoï, qui est un passionné, comme on peut avoir ce sens slave très fort. Et je sais que les musiciens de l'orchestre l'apprécient, c'est important, parce qu'il faut qu'il y ait cette alchimie aussi entre celui qui les dirige et ceux qui jouent. Et nous, ça nous réjouit aussi, parce qu'il est très sensible à la danse, il aime particulièrement le travail, et fait partie de ces chefs qui regardent vraiment ce qui se passe sur le plateau en même temps qu'il écoute ce qui se passe dans la fosse, et ça, c'est pas courant. Cendrillon de Jean-Christophe Maillot, musique de Prokofiev au Grimaldi Forum les 19 et 20 décembre à 16h. Le coup d'envoi a été donné aujourd'hui. La Coupe d'Europe féminine des clubs d'échecs en ligne va réunir les meilleures mondiales jusqu'au 22 décembre. Cette compétition est organisée par l'Union européenne des échecs et par la Fédération monégasque des échecs, dont le président est notre deuxième invité. Bonsoir Jean-Michel Rappert. Bonsoir Patricia. La Coupe d'Europe féminine des clubs vient de débuter, elle se dispute en ligne. Comment va se dérouler la compétition jusqu'à son terme, le 22 ? Alors, on a 42 équipes qui sont inscrites, dont 3 équipes du cercle d'échecs
de Monte-Carlo. Les équipes sont réparties en 5 poules. On a 3 poules de 8 équipes et 2 poules de 9 équipes. Donc les poules sont de force égale. Comment va-t-on pouvoir la suivre? Sur Internet, sur le site en ligne de Tornello. C'est comme pour les épreuves à distance des élèves. Dans ce contexte, comment parvenez-vous à éviter toute triche en ligne? Alors les joueuses vont jouer sur ordinateur avec l'obligation d'avoir la caméra d'allumée. Et ensuite, les arbitres contrôlent s'il y a des coups qui se rapprochent vraiment très proches de l'ordinateur ou pas. Qu'est-ce que représente cette compétition au niveau international? Il faut savoir que les échecs, comme beaucoup d'autres sports, on est touché très durement par la pandémie. Donc pour les joueuses professionnelles, c'est quand même un manque à gagner qui est assez important à cause du Covid. Donc j'ai proposé au mois de juillet au président de l'European Chess Union, M. Zourab Azmaï-Parveli, d'organiser avec eux cette compétition qui permettait aux joueuses de continuer à pratiquer le jeu d'échecs. Ensuite, en étant en ligne, cela permet à beaucoup d'autres équipes de pouvoir concourir à moindre frais. Oui, c'est une parade actuellement. Et on a le sentiment qu'il y a un vrai engouement autour du milieu des échecs. Comment peut-on l'expliquer? Alors, il y a notamment une série, Netflix, Le jeu de la dame, qui a rendu cette discipline encore plus populaire. Oui, c'est-à-dire tout à fait. Il est vrai qu'avec la pandémie, visiblement, le nombre de jeux d'échecs est en hausse supplémentaire. Même durant la pandémie, j'ai reçu des appels de nouveaux membres ou nouvelles personnes qui voulaient s'inscrire et qui voulaient prendre des renseignements. Et effectivement, la série Netflix, le Gambit de la Dame, est un très gros succès. Actuellement, combien y a-t-il de licenciés à Monaco? Alors, de licenciés, on est dans les 100 personnes. On a environ 70 personnes qui jouent en compétition, que ce soit adultes, enfants ou féminines. Donc ça s'est traduit là par 7 titres. On a remporté 7 fois la Coupe d'Europe féminine des clubs. Et nous sommes l'équipe féminine du Cercle d'échecs Monte-Carlo et championne en titre du top 12 féminin français. Mais plus généralement, dans le monde, il y a plus de femmes ou d'hommes qui jouent aux échecs? Il y a plus d'hommes qui jouent aux échecs que les femmes. Un dernier mot, on a tendance à associer les échecs à un jeu cérébral. Vous l'avez dit, même les enfants, est-ce que tout le monde peut y jouer? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que même un enfant de 5-6 ans peut très bien jouer contre un adulte qui a 70, 80 ou 90 ans. Je l'ai déjà vu et je peux vous garantir que les adultes ont une peur quand ils jouent contre un enfant. C'est phénoménal. Voilà. Après les échecs, il faut bien comprendre que c'est un vrai sport et que, comme dans tous les sports, c'est surtout le respect de l'adversaire. Merci Jean-Michel Rapert pour cet éclairage sur les échecs. Et rendez-vous donc le 22 décembre pour connaître le nom de l'équipe championne d'Europe. Merci. Merci Patricia. Frédéric Hélion est de retour. C'est un week-end sportif avec du football notamment et l'AS Monaco qui est en quête de rachat. Oui, après 3 défaites consécutives en Ligue 1, les joueurs de Niko Kovac ont envie de montrer un autre visage et de réenclencher la marche avant dans ce championnat. À l'occasion de la 16e journée de Ligue 1, l'ASM se déplace à Dijon, la lanterne rouge du championnat, dimanche à 15h. The first 2 games, Lille and also Marseille, this can happen because these are top teams and we were in both teams equal. We fight till the end to play draw. The game against Lens, it went in the wrong direction after the first minute. So it is for us very disappointed to lose 3 games in a row. But after a lose, it is always a possibility to show another phase or to win the next game. And this is what is our aim. We want to win the game against Dijon on Sunday.
And yeah, as I said, we were not top after 4 victories, but we are also not so bad after 3 defeats. Monaco sera toujours privé de Lecomte, Fabregas et Golovin pour cette rencontre. En basket, en Eurocup, Monaco a terminé son road trip en Europe de l'Est par une victoire en Lituanie. Après une courte défaite à Krasnodar en Russie, la Roca Team n'a fait qu'une bouchée de Panevesis hier soir en fin de journée. Un large succès, 88-64. Tous les joueurs inscrits sur la feuille de match ont scoré. Abdoulaye Ndoye termine meilleur marqueur côté monégasque avec 14 points. Knight, Inglis, Willis et Rebic en ont inscrit 11. Déjà qualifié pour le top 16 et quasi assuré de finir 3e de sa poule. La Roca Team recevra Andorre le 29 décembre pour clôturer cette saison régulière d'Eurocup. Autre rendez-vous indirectement sportif à ne pas manquer, votre magazine 19h dimanche demain. Yann-Anthony Nogues recevra Arthur Leclerc pour évoquer la saison passée en F3 régional, ses ambitions pour la suite en FIA Formule 3, sa vie au sein de la Ferrari Driver Academy ou encore ses rêves de Formule 1. Bref, pour tout savoir sur Arthur Leclerc, ne manquez pas 19h dimanche, votre magazine de grands reportages sur Monaco Info. Nous passons aux prévisions météo. Sous quels cieux va se poursuivre ce week-end et la journée de dimanche plus particulièrement? Un dimanche maussade, Patricia, avec de la pluie prévue toute la journée. Le thermomètre affichera 9 degrés le matin et 11 l'après-midi. On ne le verra pas, mais le soleil se lèvera à 7h58 pour se coucher à 16h57. Dimanche 20 décembre, nous fêterons les Théophiles. Merci Frédéric, et vous le disiez, demain place au magazine 19h dimanche. Yann-Anthony Nogues aura pour invité le jeune pilote monégasque Arthur Leclerc. Je vous retrouverai à 20h pour le best-of de la semaine. Nous nous quittons sur des photos de Manuel Vitali, instantanées, pris aujourd'hui lors du coup d'envoi de la Coupe d'Europe féminine des clubs d'échecs en ligne. Très belle soirée à tous.